L'histoire commence sur un champ de bataille. En pleine bataille, le chef d'un des camps est informé que le flanc gauche tient bon et défend la plantation, mais que le flanc droit est en difficulté. Dans cette zone de guerre, les humains résistent à l'invasion de primates géants, qui saccagent les lignes défensives. Parmi les défenseurs se trouve Kai, qui fait face seul à un semi-humain et appelle son camarade Manso à l'aide. Mais Kai est mis à terre et reste vulnérable, alors que de nouveaux ennemis l'encerclent, et Manso est projeté au loin par un coup. Alors que Kai allait se faire frapper, un homme attaque le primate par derrière et sauve le jeune garçon. Ce guerrier se présente comme Ola, fils aîné de Moloch Vezin, et les humains alentour célèbrent l'arrivée de leur seigneur. Fatigué de l'invasion de ces singes, Ola ordonne à ses ennemis d'assister à la puissance du dieu de la terre qui réside en lui. Aussitôt, une crête divine s'active sur son visage, preuve visible devant tous qu'il est béni par les dieux. Les singes attaquent de nouveau, mais Ola tranche facilement le bras du premier et la tête du second. Dans leur propre langue, l'un des primates ordonne aux autres de se replier, et s'avance seul pour affronter le guerrier béni. Ce singe est différent, lui aussi possède une crête divine qui brille sur son visage, ce qui théoriquement rend le combat équilibré. Confiant, le semi-humain charge avec toute sa rage, mais la vitesse d'Ola est inégalée. Usant de son agilité, Ola esquive un coup violent et inflige une entaille profonde à son adversaire, mettant fin au combat bien plus vite que prévu. Ainsi, les habitants du village de Lag lèvent leur drapeau et célèbrent la victoire, tandis que les singes survivants fuient après la mort de leur chef. Devant le chaos laissé sur le champ de bataille, Manso dit à Kai qu'ils ont survécu un jour de plus. Pendant ce temps, Ola extrait la pierre divine du chef ennemi pour s'en nourrir, puis ordonne à ses alliés de faire de même avec les autres primates morts. En consommant cette substance, le seigneur est entouré d'une aura rougeâtre. Manso casse une pierre divine et la partage avec ses camarades. Avant d'en manger, il remercie Mère Nature et l'esprit du dieu de la terre, transmis par leurs ancêtres. En ingérant la pierre, les soldats sentent leur énergie spirituelle augmenter. Car manger la moelle d'une pierre divine renforce l'énergie spirituelle et rend plus fort. Kai veut en prendre davantage, mais Manso l'avertit que ce n'est pas possible, ils ne sont que de simples soldats. Un guerrier annonce alors au seigneur que les autres pierres seront livrées au château. Un vieux combattant, Maître Basco, dit à Manso et Kai que la plupart de ces pierres doivent être réservées aux porteurs de bénédiction, comme le seigneur Ola, car la stabilité est assurée en rendant l'effort encore plus puissant, ainsi fonctionne ce monde. Kai, réalisant cela, se lamente que des soldats comme lui doivent devenir plus forts sans l'aide de ses ressources. Plus tard, lors d'un festin au village, le chef annonce que les terres humaines dans des régions reculées sont attaquées depuis longtemps par les semi-humains. Mais Lag a été protégé grâce aux efforts de ses braves guerriers, et il est fier d'eux tous. Fatigué des discours, Manso veut juste manger, et heureusement, Moloch conclut vite avec une prière de remerciement à Mère Nature. Ravi, Manso se jette sur la nourriture, mais a du mal à mordre dans une partie particulièrement coriace du repas. À côté, un autre soldat rêve de manger autant que ses camarades, mais un compagnon lui dit qu'il doit simplement travailler plus dur. Kai remarque à quel point Manso est chanceux d'avoir plus à manger que lui, et son ami lui répond qu'il n'est pas chef d'escouade pour rien. Sur ces mots, Kai jure de s'entraîner jusqu'à l'épuisement pour devenir plus fort, et ainsi mériter une nourriture digne de ce nom. Et il tient sa promesse, le jeune guerrier s'entraîne au maniement de la lance en pleine nuit. Mais il finit par tomber sur le dos après avoir manqué une marche. Clairement, la maigre nourriture qu'il reçoit n'est pas suffisante. Furieux, le garçon hurle qu'il veut une boulette de riz. C'est à ce moment précis que Manso arrive et lui demande ce qu'est ce truc, une boulette de riz. L'ami explique que ça lui est juste venu à l'esprit et, même s'il ne sait pas ce que c'est, il est certain que ça doit être bon. Manso répond que le gamin déraille parfois complètement, ce que Kai reconnaît lui-même sans trop savoir pourquoi. Finalement, Kai demande à son pote de regarder les tombes du village, celles des gens ayant une famille, puis celles de gens comme lui, sans parents ni frères ni sœurs. Ce ne sont que des brindilles et des pierres recouvertes de lierre, car personne n'est là pour pleurer leur mort. C'est pourquoi le garçon pense qu'il est condamné à être oublié. Honnêtement, il a l'impression de n'avoir jamais vécu dans ce village dès le départ. Cela crée en lui un besoin de refuser cette réalité, et c'est pour cela qu'il veut devenir aussi fort que possible, pour survivre. Pour que cela se réalise, il doit manger la maigre nourriture disponible et s'entraîner plus dur que quiconque. Mais ce n'est pas suffisant pour survivre. Kai a besoin de quelque chose pour l'aider à gagner des batailles, une compétence qui pourrait élever son statut à un tout autre niveau. Écoutant chaque mot, Manso renforce sa conviction que ce gamin vit dans un monde de fantaisie. Pendant ce temps, Ola est en pleine discussion avec sa sœur, José. Selon le guerrier béni, leur père n'attend pas d'elle qu'elle fasse comme lui, car les femmes de la maison du baron n'ont pas besoin d'apprendre à se battre. En disant cela, Ola prend le bâton des mains de sa sœur et s'éloigne, tandis que José déplore qu'elle aurait pu aider le village si elle avait été un homme. Retour au jeune soldat, qui s'entraîne avec le chef d'escouade. Ce dernier lui dit clairement qu'il ne gagnera aucune bataille s'il continue de reculer. À un moment, Kai est touché et retombe sur le dos. Mais au lieu de heurter le sol, son corps plonge dans une mer fantastique couverte de braises. Soudain,
une réaction électrique charge son corps flottant jusqu'à une ville moderne dans un autre monde, tandis qu'une étrange énergie se génère dans sa main. Kai se réveille à cet instant précis, convaincu d'avoir été victime d'une sorte de magie. Manso pense qu'il a encore reçu un coup sur la tête qui lui a fait perdre la boule, et s'excuse. Mais Kai se relève avec une étrange confiance et un sourire au visage. Seul avec ses pensées, il réfléchit, une fois de plus, il a été confronté à des souvenirs de choses qu'il n'a jamais vécues. Parfois, il voit des souvenirs inconnus, des scènes dont il n'a jamais entendu parler. Et à ce qu'il paraît, certaines personnes sont comme ça. Mais il ne peut pas dire à qui que ce soit qu'il vit ça lui aussi, même pas à Manso. En réalité, ce sont ses souvenirs qui ont fait découvrir les boulettes de riz à Kai. Pourtant, ses visions n'ont rien changé à sa vie. Même si c'est de la magie ou quelque chose dans le genre. En vérité, Kai n'a jamais vu de magie de sa vie, car cela n'existe que dans les contes de fées. Mais pour une raison ou une autre, ces choses continuent d'apparaître dans ses étranges visions. Et si, par hasard, il pouvait utiliser des sorts en combat, ce ne serait pas une mauvaise chose. Plus tard dans la nuit, Moloch Vezin reçoit un message par l'un des aigles dressés du village. En rentrant chez lui, il discute avec Ola d'une horde d'or apparue dans la forêt à l'ouest, ce qui signifie que la prochaine bataille se déroulera près de Banya. La cérémonie d'alliance étant prévue dans quelques jours, le village de Lac doit s'y rendre rapidement. Hier, c'étaient les singes. Et maintenant, les ors sont prêts à leur casser la tête à nouveau. Moloch se désole que les soldats n'aient même pas le temps de se reposer. Mais son fils lui rappelle que c'est le devoir d'un soldat de marcher et de verser son sang pour défendre ses terres, sans poser de questions. Malgré tout, le chef réplique que tous les villageois sont les enfants de Moloch. Ne parvenant pas à dormir, Kai évoque l'absurdité de produire des flammes avec sa main. Dans le lit voisin, Manso lui demande ce qu'il est encore en train d'inventer, et Kai explique qu'il pensait à quelque chose comme un rêve éveillé. Manso répond que ce n'est peut-être pas un rêve. Un jour, un moine voyageur aurait fait la même chose, sans signe de feu, dans un endroit complètement plongé dans l'obscurité. Il leva le doigt et invoqua des flammes comme s'il s'agissait de lumière. Kai est impressionné par cela et demande si c'est vraiment vrai. Son ami lui répond que ce n'est qu'une histoire qu'il a entendue un jour. Le lendemain, le jeune rêveur quitte le dortoir tôt le matin et repense à ce qu'il a entendu avant de s'endormir. Peut-être, pour une raison inconnue, pourrait-il lui aussi faire jaillir du feu de ses doigts, à condition que cette histoire de magie soit réelle. D'après ce qu'il sait, cette chose fonctionne grâce à une puissance mystérieuse présente dans le monde. Et justement, le monde dans lequel vit Kai est aussi composé de cette énergie mystérieuse. Chaque personne possède une énergie spirituelle qui augmente lorsqu'on consomme des pierres divines. Si l'on parvient à en accumuler une bonne quantité, il se pourrait que le garçon découvre quelque chose d'exceptionnel. Pour tester sa théorie, Kai se rend d'abord à la plantation derrière le dortoir et essaie d'invoquer du feu avec son doigt à l'aide d'un mot de commande. Mais rien ne se passe. Ensuite, il saisit son poignet de l'autre main et concentre tout son esprit sur son doigt, mais il semble que le simple désir ne suffise pas. La question est donc, comment peut-il rassembler cette énergie spirituelle? Sachant que cette énergie se trouve probablement dans sa poitrine, Kai concentre son esprit pour ressentir cette zone de son corps, et y perçoit une sorte de chaleur, à l'endroit où serait supposé se trouver sa pierre divine. Porté par cette chaleur, il pointe à nouveau son doigt vers l'avant pour tenter de projeter du feu. Mais avec toute cette concentration, il est plus facile de tomber sur les fesses. Pendant ce temps, une légion d'orques marche vers l'ouest, laissant derrière elle une traînée de cadavres humains, jusqu'à atteindre les environs de Lag. Sans tarder, Maître Basco apprend par un message du baron de Banya que l'espèce ennemie observe leurs mouvements depuis la forêt. Dans une opération conjointe, des soldats des deux villages s'unissent pour enquêter dans les bois. Et lorsqu'ils aperçoivent les ors rôdants, un groupe d'éclaireurs humains les prend en chasse. Kai et Manso font partie du bataillon. Manso transperce la poitrine de la première cible et la met au sol. Kai tente de garder son équilibre au milieu du combat, mais il est heurté par un camarade de Bana qui est projeté sur lui. L'orque responsable s'approche lentement de sa prochaine victime, piégé sous le soldat mort, incapable de se dégager. Mais au moment où il allait être tué, Kai est sauvé par une pluie de flèches qui s'abattent sur le monstre. Furieux, Manso ordonne à Kai d'arrêter de faire l'idiot, tandis que le jeune combattant ressent une vive douleur à la jambe. Pendant ce temps, Ola surgit à travers les arbres de la forêt et enfonce la tête d'un orque dans le sol, sans même avoir besoin de son arme. Les autres porcs géants, témoins de la scène, prennent la fuite. Ola les poursuit aussitôt. Un soldat pense à faire de même, mais un collègue le prévient que cela ne servirait à rien, ils sont invisibles aux yeux du Seigneur. Manso est forcé de porter son compagnon blessé, qui s'excuse de lui causer tant de soucis. Soudain, un soldat annonce que Ola a quitté la zone, ce qui déroute le chef d'escouade, car des ors sont encore en combat. Kai demande à son ami de le laisser là, mais bien sûr, Manso refuse et le ramène à la base. Maître Basco ordonne alors aux escouades restantes de se disperser et de courir, pour empêcher les ors de tous les poursuivre. Malheureusement pour les deux jeunes, un orque les suit lentement, pour s'amuser, sachant qu'ils finiront par mourir. Conscient de cela, Kai supplie Manso de partir sans lui,
affirmant qu'il aurait fait pareil si la situation avait été inversée. Attristé par cette dure réalité, l'allié lui promet d'arracher les lianes qui pousseront sur sa tombe, puis s'enfuit. Finalement, Manso ayant pris la fuite, Kai retourne dans l'œil de la tempête, là où ses camarades fuient et meurent sous les coups de semi-humains ennemis. Mais le jeune homme refuse de mourir. Il se le répète autant que nécessaire, tandis que des souvenirs de sa vie défilent devant ses yeux. Soudain, il s'arrête. Il sent la présence de son poursuivant et lui crie d'arrêter de se cacher et de venir l'affronter. En dernier recours, l'humain tente de faire jaillir de la magie de son doigt, sans succès. Soudain, une machette vole en direction du garçon, lui entaille l'épaule, et de faibles étincelles jaillissent de son index. L'orque qui a lancé la machette fonce sur lui et l'attrape par le cou. Pourtant, Kai continue de refuser la mort. Il ne veut pas que son énergie spirituelle soit consumée en cet endroit. À ce moment-là, sa poitrine commence à brûler si intensément que des étincelles plus fortes jaillissent de son doigt. Kai pointe son doigt vers l'ennemi et ordonne à la magie du feu d'apparaître, et c'est exactement ce qui se produit. Une langue de flamme jaillit vers le visage du cochon géant avec une telle intensité qu'il relâche immédiatement le jeune homme. Finalement, l'orque tente de revenir au combat, mais succombe à ses blessures et s'écroule. Émerveillé par ce qu'il vient d'accomplir, Kai se sent fier de lui, bien qu'il ne puisse pas encore contrôler le feu qui consume sa main et brûle son corps. Pire encore, il s'effondre au sol sans comprendre pourquoi. Bientôt, un frisson l'envahit, comme si sa vie était aspirée à cause de l'utilisation excessive de son énergie spirituelle. Kai pense qu'il va peut-être mourir ici. Mais, puisqu'il a réussi à allumer le feu, il se dit qu'il peut peut-être aussi l'éteindre avec de l'eau, par exemple. Cela lui rappelle que l'énergie spirituelle circule comme de l'eau, et qu'il faut refermer la porte imaginaire pour stopper le flux. Et comme si cela ne suffisait pas, l'orque se relève et repart à la poursuite du garçon. Face à cette pression de vie ou de mort, Kai ferme les portes de son esprit et stoppe le flux de l'eau qui alimentait la flamme de son doigt. Cependant, toujours affaibli, le garçon est emporté par le cochon, incapable de réagir. Bien qu'il voit à peine à cause de ses blessures, l'orque l'emmène jusqu'à une falaise pour le tuer. Mais puisqu'il allait mourir de toute façon, Kai prend une dernière inspiration et tranche le ventre de son adversaire avec son couteau. Dans ce mouvement, les deux tombent de la falaise et plongent dans l'eau en contrebas.